bonjour. Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints cet après-midi pour la deuxième partie de cette journée. Alors, un petit mot, je pense que Émilie a dû vous le transmettre. La consigne n'était pas passée ce matin, mais il n'est pas autorisé de boire ou de manger dans la salle. Donc, les pauses café, c'est à l'extérieur. Et s'il vous reste un café dans la main, je vous invite à le terminer. À la fin de la conférence de ce midi, de fin de matinée, je vous ai parlé de l'Observatoire du refus de soins et je vous ai mis là le QR code si vous pouvez le flasher. Mais sinon, vous avez tous reçu normalement, il en reste sur les comptoirs d'accueil des marque-pages avec le QR code au dos. Il y en a pas mal. Je vous invite à vous servir largement si vous voulez le diffuser auprès de vos collègues. N'hésitez pas à le faire. C'est un outil qui va permettre à la fédération de pouvoir recueillir les témoignages et de pouvoir alimenter son plaidoyer sur cette question du refus de soins. Depuis octobre, il y a aujourd'hui 160 témoignages. Donc c'est pas anodin en fait. Donc vraiment merci beaucoup pour cette démarche de co-construction de ce plaidoyer. Là maintenant, on va accueillir Emmeline Goris, qui vient de la Fédération des maisons médicales de Belgique, et qui va nous parler du racisme dans le système de santé. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, moi, je viens de Belgique. Donc, d'ailleurs, il y a plein de choses que je ne connaîtrais pas sur le système français, donc on aura l'occasion d'en reparler après. Et je travaille à la Fédération des maisons médicales. Donc, une maison médicale en Belgique, c'est un lieu de soins de santé primaire qui pratique l'accueil inconditionnel, mais c'est aussi un projet qui plaide pour une santé solidaire et inclusive. Et un des angles qui est trop souvent nié, en tout cas pas assez travaillé, c'est la question du racisme dans les soins de santé. Et on va pouvoir en parler un petit peu ensemble cet après-midi. Je vais parler pendant plus ou moins 40 minutes. Et après, on aura un moment pour discuter tous ensemble. Mais d'abord, je vais vous poser quelques petites questions pour vous mettre un peu en jambes et me déstresser, j'avoue. Alors, selon des données de 2023, aux États-Unis, quel groupe ethnique présente le taux de mortalité brute, donc en tenant compte de l'âge, on en parlera après, le plus élevé pour le Covid-19? Alors, on peut peut-être faire qui pense que c'est la réponse 1, donc les personnes latino-américaines? Vous levez la main comme ça. Ok. 2, les personnes autochtones d'Amérique du Nord. Ok. 3, les personnes afro-américaines. Ok. 4, les personnes blanches. Et c'était les personnes autochtones d'Amérique du Nord. Donc bravo. J'ai rien à vous donner, mais félicitations. C'est une étude qui a été menée par un groupe de recherche qui s'appelle Color of Coronavirus. Et ce qui est intéressant ou triste dans cette étude, c'est que quand on ne prend pas compte de l'âge, en fait, c'est les personnes blanches qui sont le plus mortes du Covid-19 parce qu'elles ont l'expérience de vie la plus longue aux États-Unis, tout simplement. Et donc, quand on tient compte de l'âge, là, c'est d'abord les personnes autochtones d'Amérique du Nord, puis après les personnes afro-américaines, puis les personnes latino-américaines, et les derniers, c'est les personnes blanches. Alors, dans une étude sur les urgences à symptômes identiques, donc on parle de douleurs thoraciques, de combien un homme blanc a-t-il plus de chances qu'une femme noire d'être classée en urgence vitale? Alors, qui pense que c'est 10%? Personne. 20%? Ouais. 40%? Ah ouais. 50%? Et c'était bien 50%. Et ouais. Ça, c'est une étude assez récente qui a été menée par Xavier Bobia. Il a fait cette étude en Suisse, en France, en Belgique, à Monaco, je pense, avec un truc comme 1500 soignants. Et donc, il utilisait des avatars. Et à symptômes identiques, on se rend compte que déjà pour les hommes et les femmes, on prenait compte de la douleur des hommes bien plus que celle des femmes. Et quand on mettait l'élément personne racisée en plus, quand c'était une femme noire, sa douleur était beaucoup moins prise en compte. Là, 50% de chance de moins. Alors, dans une étude américaine, j'ai mis la réponse. Ah oui, non.
environ la moitié des futurs soignants blancs pensent encore que les personnes noires ont des caractéristiques biologiques différentes, donc comme une moindre sensibilité à la douleur ou une peau naturellement plus épaisse. Qui pense que c'est vrai? Et qui est optimiste et pense que c'est faux? Allez, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans la même étude, ils ont aussi demandé à des personnes, ils leur ont posé d'autres questions sur d'autres stéréotypes raciaux dits négatifs. Donc, est-ce qu'ils pensaient que les personnes noires étaient plus bêtes, enfin des choses un peu moins flagrantes, mais on s'est rendu compte que non. Donc, elles ne pensaient pas qu'il y avait une hiérarchie entre les personnes. Donc, ça ne vient pas d'une idéologie raciste, mais juste de croyances ancrées que les personnes sont juste biologiquement différentes selon leur prétendue race. Alors, j'ai utilisé déjà beaucoup de mots, j'ai parlé de race, de personnes racisées, racialisées, et on va peut-être se mettre d'accord d'abord là-dessus, comme ça après on peut passer à la suite et on est tous sereins. Donc on est d'accord que la race, elle n'existe pas. Donc quand je parle de race, je ne suis pas en train de dire que la race biologique existe, justement, c'est ce que j'essaye de... On va démontrer. Enfin, j'espère que je ne vais pas avoir besoin de le démontrer déjà pour cet exposé et qu'on est tous d'accord. Mais non, par contre, la race sociale, elle existe. C'est-à-dire que les personnes sont encore traitées différemment selon la catégorie raciale dans laquelle elles sont perçues. Donc c'est pour ça que là, je vais parler de race dans cet exposé. Donc le racisme, c'est un système. Donc c'est une idéologie, une construction sociale qui vise à justifier la domination, l'exploitation et l'exclusion des personnes sur base de leur origine, couleur de peau, ethnie, culture, religion, réelle ou supposée. Souvent, on va parler de 3 niveaux de racisme. Donc le racisme interpersonnel, donc c'est les relations qu'on a directement avec les personnes. De racisme institutionnel. Donc par exemple le racisme de l'hôpital ou du racisme structurel, du racisme par exemple du système de la santé dont on parle maintenant. Et en fait ces 3 visions sont complètement imbriquées. Donc par exemple on ne va pas avoir un soignant qui fait une remarque raciste à un patient s'il n'a pas avant appris que c'était ok en fait de faire cette remarque-là, s'il n'avait pas appris des biais racistes à l'école, s'il ne vivait pas dans une institution, enfin s'il ne travaillait pas dans une institution qui répète et qui apprend encore des biais racistes. Ouais, et je vais aussi parler de personnes racisées. Là, c'est important de se mettre d'accord sur ce terme avant d'en parler. Donc, je vais reprendre la définition d'une sociologue française, Colette Guillemin, qui parle d'individus dominés dans le rapport social de race. C'est ça qu'on entend enfin, c'est ça en tout cas que moi j'entends quand je parle de personnes racisées. Je ne dis pas que c'est le meilleur des termes, et franchement, j'espère qu'il y en aura un meilleur pour la suite. Mais pour l'instant, je pense que c'est un terme derrière lequel on peut se mettre d'accord pour parler de personnes qui subissent le racisme. Et d'ailleurs, je pourrais aussi parler de personnes racialisées, mais racialisées en tant que personnes non blanches, parce que, spoiler alerte, les personnes blanches, elles sont aussi racialisées, c'est juste qu'elles sont racialisées en tant que personnes blanches, quoi. C'est aussi une catégorie qui amène son lot de privilèges. Donc il y a aussi la question de « Oh non !» Voilà. Voilà, donc il y a tout un lot de privilèges qui est associé à la blanchité. Et donc ça, c'est pas une question d'accusation. On ne dit pas à quelqu'un « T'as trop de privilèges, t'es une mauvaise personne ». C'est juste reconnaître qu'elles vivent dans un système qui est structuré de manière à structurellement leur donner plus de privilèges comparé à des personnes non blanches. Tout simplement. Est-ce que tout le monde est OK avec ça pour l'instant? S'il y a des objections, des trucs de fou, n'hésitez pas à le dire. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que je parle trop vite, n'hésitez pas à le dire aussi. Vous pouvez m'arrêter, lever la main, crier. Alors, donc on va faire un petit tour dans l'histoire parce que c'est quand même important de passer par là pour comprendre pourquoi il y a encore des biais racistes dans le système de santé actuellement. Pourquoi je vous ai montré ça? Ah oui.
Du coup, la notion de racisme, elle est hyper liée à la notion d'exploitation. Donc, quand on a la découverte de l'Amérique et qu'on commence du coup à maintenir en esclavage et à génocider tout un peuple, il faut bien justifier cette exploitation dans un peuple qui est très religieux. Comment est-ce qu'on explique qu'on peut tout d'un coup maintenir en esclavage d'autres humains? C'est tout à fait illogique parce qu'on est censé avoir appris qu'on ne peut pas faire ça à son prochain. Et donc, il va falloir justifier que l'autre, donc là, en l'occurrence les autochtones, c'est pas leur prochain, c'est pas un être humain à part entière. Et il va avoir ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, avec du coup tout un débat pour savoir si du coup les autochtones sont des humains civilisables, et donc il faut leur accorder un respect décent ou pas. Et pour se mettre... spoiler alerte, ils ont perdu. Hein. Non, il ne faut pas leur apporter un respect décent. Et donc, pour savoir si l'autre est un humain ou pas, on va s'appuyer sur plein de bases. Alors d'abord sur des bases plutôt religieuses, avec la malédiction de Cham. Alors, je ne me souviens pas de tout, mais donc la malédiction de Cham, vite fait, c'est Cham qui voit Noé qui était saoul et qui se moque de Noé. Et du coup, Noé, il y a maudit Cham qui dit que Cham et tous ses descendants seront tenus en esclavage, et donc les personnes racisées seraient les descendants de Cham et donc seraient maudits, et donc c'est pas grave en fait de les tenir en esclavage et de pas les respecter parce que c'est des êtres maudits. Mais ça ne va pas suffire, et donc il va falloir aussi trouver des explications scientifiques. Et c'est là que, petit à petit, on va avoir le développement d'une science raciste. Alors là, je vous parle de craniologie. Où il y a plusieurs scientifiques, donc, comme Carl von Linné, Georges Cuvier ou Arthur Gobineau, qui vont se baser du coup sur le crâne des personnes et dire, voilà, on voit très bien que le crâne des personnes africaines ressemble plus à celui d'un primate, et donc du coup c'est pour ça que c'est moins un humain et qu'il est plus proche de l'animal et qu'on peut donc le tenir en esclavage. Ce qui est important là-dedans, c'est de faire le lien entre le phénomène de racialisation et le besoin d'exploitation. Donc à partir du moment où on a racialisé une personne, qu'on lui a retiré des droits parce qu'on l'a animalisé, ça devient OK de l'exploiter. Ouais. Là, je vous montre, on en parlera vite après. Donc, mais la dame, là, c'est une dame qu'on appelle Sarah Bartman, qu'on appelle souvent la Vénus Hottentot, qui, du coup, de par son corps, va être animalisé. Elle va subir plein d'expériences avant de se faire disséquer. Je pense que ces restes n'ont été donnés à ses descendants en Afrique du Sud qu'en 2002. Il y a aussi la triste histoire des os humains, dont le dernier a eu lieu en France en 1930. Donc des os humains, c'est juste des personnes racisées qui sont montrées comme des animaux dans des os, concrètement. Et la médecine coloniale, après, elle va vraiment s'appuyer là-dessus pour faire perdurer des stéréotypes qui sont vraiment très grave. Alors, il y a la question de l'insensibilité à la douleur. Alors, on y reviendra un peu plus en détail encore après. Mais c'est encore une fois dans une notion, dans un but d'exploitation. À partir du moment où un corps est insensible à la douleur, ou un corps est plus animal qu'humain, on peut l'exploiter. On n'est pas obligé de respecter des conditions de vie dignes pour qu'il puisse travailler plus. C'est de toute façon un corps qui est fait pour le travail. C'est aussi une des caractéristiques qui vont être utilisées pour différencier un corps qui serait civilisable d'un corps qui serait incivilisable. Je pense qu'un bon exemple pour ça, c'est la question du génocide au Rwanda, avec le colon qui s'amuse à diviser les personnes en Hutu, Tutsi et Twa, avec les Tutsis qui seraient plus civilisables. On n'est vraiment pas loin de l'expérience crâniométrique de Gobineau. Pour les femmes, c'est vraiment double peine. Du coup, elles auraient des corps faits pour enfanter, et un corps lubrique aussi. Ça va justifier des années et des années de sévices sexuels pendant la traite transatlantique, mais aussi après.
Et ça va aussi être des corps qui vont permettre à l'expérimentation scientifique et médicale et aussi juste l'expérimentation. Donc, par exemple, il y a eu plein d'avancées en gynécologie qui ont eu lieu parce qu'en fait, on a fait plein de tests sur des femmes noires sans anesthésie pour comprendre comment le système reproductif féminin fonctionnait. Le cas de la syphilis, ça c'est un cas intéressant où c'est dans un village en Amérique ségrégée où on se rend compte qu'il y a une explosion de cas de syphilis et donc le médecin colonial s'en rend compte, donc l'État le sait, mais décide de ne pas soigner les personnes et de ne pas les prévenir pour voir et pouvoir étudier comment se propage la maladie. Les jumeaux, mais c'est juste pour parler de toutes les expériences horribles qui ont eu lieu pendant la Shoah, comme des expériences de torture faites sur un jumeau pour voir si l'autre ressentait la douleur, et tous les cas aussi de stérilisation forcée, comme par exemple au Canada où beaucoup de femmes autochtones ont été stérilisées de force. Voilà. Désolée, c'est pas très fun. Une grosse partie de cet exposé n'est pas très fun, mais voilà. Ouais. Donc là, je vous ai parlé de l'histoire. Donc on pourrait se dire, en fait, ça c'est fini. Tu nous parles d'un temps qui est révolu. De toute façon, le racisme, ça n'existe pas. Je vois pas les couleurs. Non, non, ça existe encore. Donc par exemple, il y a le NICE, qui est un institut reconnu aux États-Unis, qui avait voulu imposer une norme différente pour le fait de provoquer l'accouchement pour les femmes noires comparé aux femmes blanches. Donc, ils voulaient l'induire à partir de 39 semaines plutôt que de 41 semaines. Et en fait, d'autres chercheurs ont dû faire campagne et demander en fait les raisons scientifiques de cette différence. Ils n'ont pas réussi à donner de vraies raisons scientifiques, donc ça n'a pas abouti. Mais du coup, ils voulaient quand même le faire sans le prouver. Il y a aussi le Centre pour la transmission des maladies aux États-Unis qui a fait une étude sur la mortalité infantile. Et on se rend compte que un enfant, donc un bébé noir, a 2 fois plus de chances de mourir dans les 6 premiers mois qu'un bébé blanc. Je vous donnerai je vais envoyer à Émilie peut-être la liste avec toute la source des études par la suite. Et ce qui est pire dans cette étude-là, c'est qu'en fait, ça s'égalise presque avec les bébés blancs quand c'est un médecin noir aussi qui soigne ces bébés. Le test de spirométrie, on peut en parler. Donc, le test de spirométrie, c'est, vous voyez, quand on bouge son nez et qu'on souffle dans un tube pour voir si on a de l'asthme ou pas. Donc, une fois qu'on a fait ce test, on doit comparer les valeurs, et pour ça, on compare en fonction du genre, de la taille. Et avant, on comparait aussi en fonction de l'ethnie, parce qu'il y avait cette croyance que les personnes racisées avaient naturellement un débit, un volume d'air plus faible, et donc il fallait faire varier selon l'ethnie, ce qui amenait à un sous-diagnostic de l'asthme et d'autres maladies respiratoires des personnes racisées. Et en plus, d'autres études ont montré qu'en effet, chez les populations racisées, il y avait plus de problèmes respiratoires, mais que c'était certainement lié à leurs conditions de logement, aux endroits où ils vivaient, le fait de vivre dans des endroits qui sont plus pollués, que c'était des conséquences de choses systémiques, sociales et économiques, et pas juste parce qu'un poumon noir serait naturellement plus faible. Et ça, c'est pas... On est dans les années 90, quoi. On n'est pas... Enfin, même le fait de retirer l'ethnie des tests de spirométrie, c'est pas encore fait partout. L'insensibilité à la douleur, je pense que c'est un des préjugés qui a la peau la plus dure. Donc, je vous ai parlé au début dans le petit quiz de l'étude avec Xavier Bobia sur les douleurs thoraciques. Mais en fait, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été faites. Et on voit bien que, par exemple, les personnes non blanches ont des délais d'attente plus longs dans les services d'urgence. Il y en a d'autres aussi sur la perception de la douleur sur des visages. C'était aussi
une des questions de mon quiz, et une autre sur les troubles mentaux qui étaient sous-évalués chez les personnes racisées. Ça, c'est une expérience assez récente faite par une chercheuse belge. L'insensibilité à la douleur, c'est vraiment au niveau du racisme et de la santé un gros dos. Parce que soit on est sur un côté, les personnes noires et racisées de manière plus générale sont insensibles, soit elles vont exagérer. Et ça, c'est le syndrome méditerranéen. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler à main levée? Ah ouais, ok, ça va. Ça me rassure quand même. Mais donc, le syndrome méditerranéen, donc, historiquement, ça viendrait de la question de la sinistrose. Et donc, dans les années 50-70, il y a beaucoup d'ouvriers maghrébins qui sont arrivés en France, en Belgique, en Occident pour travailler. Et il y avait cette croyance que ces personnes allaient exagérer leurs symptômes, exagérer leurs douleurs pour ne pas travailler. Donc, c'est des fainéants qui voudraient ne pas travailler, sachant que c'était des conditions de travail infâmes en plus, et donc qui allaient juste simuler pour y échapper. Donc on voit encore que le lien entre santé des personnes racisées et besoin d'exploitation est toujours hyper lié. On pourrait se dire qu'encore une fois, je parle de quelque chose qui s'est passé dans les années 50-70 et maintenant c'est fini, mais pas du tout. L'écran est grand, donc c'est bien, on va pouvoir mettre sa tête en grand. Elle, c'est Naomi Musenga, donc une jeune mère noire qui est morte après avoir appelé les urgences plusieurs fois. Je ne sais pas si, franchement, si vous avez le temps et l'estomac, peut-être que ça vaut le coup d'écouter les enregistrements avec le SAMU parce que ça a été enregistré. Et donc elle dit au SAMU qu'elle va mourir, elle dit que c'est des douleurs incroyables et on se moque d'elle à répétition. Là, j'ai donné que son nom, mais il y en a eu vraiment plein d'autres, Megui, Aïcha, qui sont mortes du syndrome méditerranéen. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter là-dessus. Donc moi, je suis belge, je suis bruxelloise même. Et il y a un hôpital près de chez moi qui s'appelle l'UZ à Jette. Et donc, il y a une femme noire qui s'est présentée aux urgences parce qu'elle avait des douleurs au ventre énormes. Et donc, elle arrive en hurlant, en demandant d'être prise en charge. Vraiment, elle hurle de douleur. On refuse. D'abord, on l'examine, on dit que c'est rien, que c'est un mal de ventre et que ça va passer. Elle revient parce qu'elle a trop mal. On la réexamine, on lui redit que c'est rien. Elle revient parce qu'en fait, elle veut pas qu'on lui dise qu'il n'y a rien. Elle est en train de mourir de douleur. Et là, du coup, on la sort de force de l'hôpital. On appelle la sécurité parce qu'elle veut re-rentrer. Elle veut pas justement se laisser faire. La police arrive. La police la met en garde à vue. Parce que du coup, elle voulait absolument rentrer dans l'hôpital et elle a commencé à faire une fausse couche en fait dans sa cellule d'hôpital et c'est la policière qui l'a ramenée à l'hôpital. Elle a fait une fausse couche. Elle était en train juste de faire une fausse couche et on l'a amenée en prison. Donc c'est ça encore le syndrome méditerranéen. Ça c'était il y a 6 mois en Belgique. Donc c'est ça encore le syndrome méditerranéen ici. Et donc oui, donc on voit qu'il y a un manque de recherche sur les biais racistes en médecine, donc sur le fait qu'il y ait encore, par exemple, les instruments ont fait varier l'ethnie alors que ça n'a pas de raison, comme pour le texte de spirométrie. Mais il y a aussi un manque de recherche pour des pathologies qui vont toucher plus de personnes racisées, comme pour la drépanocytose, donc ou l'anémie falciforme. Je précise, je ne l'ai pas dit avant, moi je ne suis pas médecin. Je suis juriste, je travaille à la Fédération des maisons médicales, mais je ne suis pas médecin. Mais du coup, l'anémie falciforme, c'est des globules rouges qui ressemblent à des faucilles. Et du coup, ça cause plein de problèmes. C'est une maladie qui touche plein de personnes dans le monde, donc plein de personnes d'origine d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Amérique latine, d'Asie, mais très peu de personnes blanches. Et donc, il y a beaucoup de sous-financement, et donc ça mène à un sous-diagnostic. Vous avez sûrement des organisations de drépanocytaires dans vos villes, parce que ces personnes sont obligées de s'organiser entre elles pour essayer d'avoir des diagnostics, parce que les soignants ne sont juste pas formés, ce n'est pas étudié. C'est peut-être le temps. On peut parler du VIH aussi, ou pour le VIH, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de recherche. D'ailleurs, il y a eu plein
progrès sur le VIH. Par contre, on se rend compte qu'il y a un manque de prévention adaptée. Par exemple, il y a 13% de population afro-américaine aux États-Unis. Pourtant, c'est 42% de tous les nouveaux diagnostics de VIH. Et ça fait des années qu'on le sait. Donc, on se rend bien compte que les campagnes de prévention telles qu'elles sont appliquées ne fonctionnent pas parce que ça ne marche pas avec toute une partie de la population. Pourtant, rien n'est changé. Alors, ce n'est pas le seul facteur du fait de la surinfectation des personnes afro-américaines aux États-Unis. C'est vraiment multifactoriel. C'est lié il y a plein de fautes à la question de mal logement, à la question de la méfiance envers le personnel soignant, au manque d'accès à des soins de routine, à la question de la précarité et le fait que ce soit des personnes traumatisés, on va en parler après, du traumatisme racial, qui donc peuvent avoir plus de pratiques à risque. Mais gardez cet exemple en tête parce qu'on va en parler juste après. Alors, je vous ai beaucoup parlé des États-Unis aujourd'hui. J'ai vraiment dit beaucoup ce mot en très peu de minutes. C'est pas parce que j'adore les États-Unis, loin de là. Vraiment, c'est pas ça. C'est juste que, en fait, pour parler de racisme, j'ai besoin de données. Et pour avoir des données, j'ai besoin de chiffres. Et donc ça, c'est la question des statistiques ethniques. Donc en fait, pour récolter des données sur les personnes, il y a deux grosses méthodes. Soit on utilise la méthode des proxys, donc on va croiser des données administratives préexistantes. Donc par exemple, on va voir la nationalité des parents de la personne, la nationalité de ses grands-parents. Moi, par exemple, mes grands-parents, leur nationalité, c'est belge. Mes parents, s'ils sont aussi belges, je suis aussi belge. Si on regarde que ça, on peut se dire que je suis blanche. Pourtant, non. Donc, ça ne marche pas à 100%. Et il y a aussi une méthode qui est utilisée dans les pays anglo-saxons. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé des États-Unis, ce qui est la question de l'autodéfinition, donc la déclaration des personnes. Donc, on va demander aux personnes dans des campagnes de recensement de s'autodéfinir. Alors, souvent, ils cochent une case. Donc, ça pose quand même la problématique de jusqu'où on spécialise. Est-ce qu'on dit que moi je suis africaine, je suis rwandaise, jusqu'où est-ce qu'on va? Donc ça pose plein d'autres questions, mais ça a au moins le bénéfice de permettre de rendre compte plus largement des questions raciales, parce que du coup il y a des données tout simplement. Et en fait, sans chiffres, c'est impossible de faire de la recherche. Alors en France et en Belgique, c'est pas le cas. Alors c'est pas le cas. Il y a deux arguments qui sont souvent utilisés. Un qui fait tout à fait sens. C'est la question de l'histoire en fait et de la peur du recensement des personnes juives dans la Shoah avec la montée du fascisme. Je pense que c'est une peur légitime qui mérite du coup qu'il y ait des garde-fous dans le recensement de données ethniques. Et un autre argument qui est utilisé spécialement ici en France, c'est la question de l'universalisme. Et donc du coup, pourquoi recueillir des données ethniques, vu que de toute façon, tous les Français sont tous égaux. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau a dit il y a un an qu'il n'aurait pas envie que ça permette de mettre en place des systèmes de discrimination positive ou action positive comme aux États-Unis. Donc c'est vraiment pour pouvoir continuer de vivre dans un système de domination raciale qui n'a pas envie de mettre des statistiques ethniques. Alors, vous pourriez nous dire que de toute façon, c'est interdit parce que s'il y a des juristes dans la salle, il y a le RGPD. Et donc, de toute façon, on ne peut pas recueillir des données ethniques. Et ça, c'est pas si vrai. Parce que du coup, le RGPD, en effet, classe les données ethniques comme étant des données sensibles, c'est vrai. Mais par contre, la récolte de données, elle peut être possible pour toute une catégorie de raisons. Donc, soit la personne y consent expressément. Donc, on pourrait imaginer des campagnes de recensement où la personne peut ou ne peut pas s'autodéfinir de manière ethnique. Donc, elle a le choix. Donc, ça marcherait. Si c'est nécessaire... donc si c'est fait par des associations, des organismes qui poursuivent une finalité politique communiquée, donc ça pourrait le faire.
Et ça pourrait aussi le faire parce que le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public importants. Il me semble que la lutte contre le racisme, ça pourrait être considéré comme un motif d'intérêt public important. Donc ça pourrait être possible. Et d'ailleurs, c'est fait. En France, ça a déjà été fait. Donc là, à Paris, il y a l'INSEE qui veut utiliser le regroupement par proxy, donc le fait de voir par exemple, la nationalité des parents et des grands-parents de la personne pour faire une grosse campagne sur la population parisienne. Et ça a aussi été fait en Kanaki par la France, où là, c'était la méthode de l'autodéfinition, où les Kanaks pouvaient s'autodéfinir dans le groupe racial qui leur correspondait. Donc en fait, c'est possible, ça a été fait. On est face à une impossibilité politique et pas juridique. Si vous retenez ça, déjà, c'est bien. J'ai plus beaucoup de temps, je vais parler un peu plus vite. Mais donc, quand j'ai parlé du VIH, on a bien vu qu'il y avait plein de choses qui influençaient la santé des gens. Et quand j'ai parlé de logement, de précarité, d'accès à des systèmes de santé, tout ça, c'est des déterminants sociaux non médicaux de la santé. Donc, c'est les conditions de vie des personnes. Alors, il y a ce schéma qui est un peu miskinlay, mais qui permet de comprendre un peu la question. Donc, on voit que il y a toutes les conditions socio-économiques et environnementales qui vont directement elles-mêmes influencer le milieu de vie, de travail, l'éducation des personnes, leur réseau. Ça va elles-mêmes influencer le style de vie des personnes. Et ça va bien plus toucher à la santé que juste les facteurs directement liés à une personne, comme l'âge ou le sexe des personnes. Je pense que je peux mieux l'expliquer avec la question du Covid, par exemple. Donc, on a bien vu, il y avait des chiffres aux États-Unis, il n'y en a pas encore en France, même si on a des chercheurs comme Didier Fassin qui essayent de faire des recherches sur la surmortalité du Covid des personnes racisées. Et donc, on voit qu'une personne racisée va déjà vivre dans des conditions socio-économiques plus dures. Donc, elles vont souvent être surreprésentées dans des métiers de care, de première ligne, à la caisse des supermarchés, par exemple, des métiers où c'était plus dur de s'isoler et d'être protégées. Elles vont vivre, donc, du coup, donc c'est là le mauve qui intervient sur le vert. Elles vont aussi vivre dans des lieux de vie souvent plus exigus, avec plus de personnes. Donc c'est plus dur de s'isoler au sein même de sa famille et de sa communauté. Elles vont aussi avoir peut-être des facteurs et des pratiques plus risquées que d'autres personnes qui peuvent s'expliquer par la surcharge du trauma racial des personnes, et elles vont aussi être moins bien accueillies à l'hôpital quand elles y arrivent, ou ne pas aller consulter directement parce qu'elles ont peur, parce qu'elles savent comment les autres personnes racisées sont traitées en milieu hospitalier, et tous ces facteurs vont expliquer en partie la surmortalité des personnes racisées lors d'une épidémie comme celle du Covid. On pourra revenir dessus si c'était bizarre la manière dont je l'expliquais, mais voilà. Et il y a aussi le fait de tomber malade du racisme. Donc, il n'y a pas juste tous ces facteurs qui font qu'une personne racisée va avoir une moins bonne santé que les autres personnes. Il y a aussi le fait que le racisme, en tant que tel, rend directement malade. Donc ça va créer un stress, ça va créer des dépressions, des stress post-traumatiques qui peuvent du coup amener jusqu'à des comportements à risque. Il y a aussi des études qui commencent à être faites sur l'état de santé physique des gens qui sont exposés quotidiennement au racisme. On voit que ça peut créer un vieillissement prématuré. On voit que ça peut avoir un lien avec certaines pathologies, comme le diabète et certaines maladies chroniques. Donc là, la recherche continue, mais voilà, on n'y est pas encore. Et encore une fois, il faut des chiffres pour pouvoir les faire. Et j'avais mis ce petit dessin pour me souvenir de la démarche, donc la résolution de Daniel Obono,
en France, justement, pour faire reconnaître le trauma racial sur l'impact psychique des personnes et faire reconnaître les dommages créés par le trauma racial au niveau de la justice, que les personnes puissent obtenir réparation en cas de trauma racial. Ce qui est, bon, pour l'instant, c'est juste une proposition de résolution, on n'y est pas, mais c'est quand même assez révolutionnaire, en fait, de poser ça sur la table. Et donc, tant que j'en suis dans les freins, dans les freins, il y a aussi la question de la langue. Parce que même si normalement les personnes peuvent avoir un interprète quand elles vont à l'hôpital et que dans beaucoup de structures, donc par exemple comme dans les maisons médicales là où je travaille, on essaye d'amener des interprètes, donner cette possibilité, ben en fait il n'y a pas assez de subsides, il n'y a pas assez d'argent. Et donc, c'est très dur pour une structure de pouvoir avoir un interprète. Et donc, de manière générale, les personnes sont obligées de consulter dans une langue qu'elles ne comprennent pas. Et donc, elles ne peuvent pas expliquer leurs symptômes normalement. Il y a aussi la question des démarches qui sont particulièrement longues, avec des démarches administratives folles. Et là, il faut quand même parler de la question des personnes en situation de migration. Donc vous avez l'AME, je viens de l'apprendre, le fait de redemander encore plus de papiers, donc des papiers d'identité et des photos à des personnes qui ont justement fui la guerre ou qui ont reçu un ordre de quitter le territoire. C'est insensé. Et je pense que, comme l'a dit Léo, on se rend bien compte qu'on est face à quelque chose d'idéologique. On se rend bien compte que demander à une personne qui a fui une situation terrible ou qui est dans une situation administrative hyper précaire, d'amener une photo d'identité, des papiers d'identité pour se faire soigner, ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est encore posé sur la table. En Belgique, on a plus ou moins le même problème avec l'aide médicale urgente, où là, c'est vraiment un problème de désorganisation administrative, où techniquement, une personne pourrait ouvrir un droit à l'aide médicale urgente. Donc, c'est une démarche avant d'avoir un problème de santé. Donc, elle peut le faire dès qu'elle arrive sur le territoire, et après seulement aller voir une structure, un médecin pour se faire soigner. Ça, c'est la règle. Elle semble hyper simple. Ce que je vous dis, vous pouvez vous dire que tout le monde la connaît. Pas du tout. Donc, vous avez encore des CPS, c'est des endroits, c'est là où les personnes vont pour ouvrir ce droit, qui ne sont pas au courant, qui ne veulent pas appliquer cette règle. Tout ce qu'il faudrait, c'est une norme qui oblige de l'imposer, une règle qui existe déjà, mais il y a un refus. Donc, on est vraiment face à un refus idéologique et pas on est dans l'irrationalité à ce niveau-là. Le Covid, on en a déjà parlé. On peut en reparler un petit peu après si vous voulez. Donc, vous vous souvenez quand je vous ai dit que, que pour lutter pour la surmortalité des bébés noirs, on se rendait bien compte que quand c'était un médecin noir, il y avait presque plus de surmortalité. Et donc ça, c'est un des vrais leviers d'action pour lutter contre le racisme, contre la santé. La représentation, c'est un levier de fou. Seulement, il y a plein de freins et de barrières. Il y a des questions d'accès à la profession. Donc, en fait, je ne sais pas si vous allez en dernière année de fac de médecine, il y a très peu de médecins racisés. C'est difficile, en fait, on en a reparlé. Je ne vais pas revenir avec toute ma roue, mais une personne qui a surprécarisée, mal logée, discriminée, c'est plus difficile en fait de se lancer, d'avoir l'occasion financière aussi de se lancer dans des études si longues. Il y a des problèmes de discrimination à l'embauche. On va en parler encore un peu tout après. Il y a la question de discrimination de manière générale, des violences sur le lieu de travail, donc des propos racistes qui ne sont très peu condamnés par les institutions elles-mêmes. Et je pense qu'un des bons exemples, c'est cette dinguerie d'histoire de calot islamique que vous avez vécu dans un hôpital en France, donc avec une soignante qui portait un calot, donc un calot de personnes qui travaillent à l'hôpital, quoi, comme tous ses collègues, tout le monde portait un calot, sauf qu'elle était arabe. Et du coup, il y a une suspicion qu'elle porte le calot pour des raisons islamiques.
Elle a porté plainte. Elle a porté plainte et du coup, donc elle a été licenciée pour port de calo islamique. Ça a été transformé en une suspension de 8 mois, mais du coup, elle compte encore porter plainte parce que en fait, ça n'a pas de sens qu'elle subisse une sanction, même si c'est une sanction moins grande. Donc, quand on parle de discrimination à l'embauche, en Belgique aussi, la question du port du foulard elle est encore hyper prégnante, même dans des institutions non étatiques, donc même dans les maisons médicales, il y a encore des débats sur le fait d'engager des personnes qui porteraient ou non un foulard, et même des débats sur le fait d'engager des médecins racisés, avec la peur qu'engager des médecins racisés ferait peur aux patients racistes. Et donc, du coup, que ça porterait atteinte à l'accueil inconditionnel des patients. Donc ça, c'est encore des discussions qu'on a en grand 2026. Mais donc là, je vous ai bien déprimé pendant 40 minutes, c'est horrible, mais je vais quand même vous parler de trucs cool qui se passent, parce qu'il y a des trucs cool qui se passent. Voilà, moi, je vous l'ai dit, je suis belge, donc il y a une grosse étude qui est en train de se faire avec UNIA, qui est le Centre de lutte contre les discriminations, et la Mutualité chrétienne, pour voir justement essayer d'avoir des chiffres. Donc eux, ils ont eu l'autorisation de faire une étude basée sur l'autodéfinition des personnes. Donc c'est quand même assez grand. Et pour voir si vraiment le fait d'être racisé a une conséquence sur l'accès à la qualité des soins. Il y a déjà eu une étude exploratoire en 2024 où on voit qu'il y a déjà une différence de traitement perçu. Donc vous avez des chiffres ici, mais on voit que, par exemple, pour le fait de se sentir discriminé, le groupe racialisé, il y a 9% du groupe racialisé qui a l'impression d'être discriminé, alors qu'il n'y a que 2,2% du groupe non racialisé, blanc, parce qu'ils sont quand même racialisés, qui a l'impression de ne pas être discriminé. Enfin, qui a l'impression d'être discriminé. Je me suis embrouillée, mais vous avez compris. Merci. Il y a d'autres cool initiatives. Ça, c'est encore une initiative belge. C'est Afromédica. Donc, c'est un groupe de soignants, mais pas que, de patients, de chercheurs, d'étudiants qui se sont dit, en fait, le racisme en santé, maintenant, c'est fini. Il va falloir qu'on pousse les institutions et qu'on pousse le travail à travailler dessus. Et donc, ils ont un site où ils font de la recherche, ils font du plaidoyer. C'est aussi une communauté qui se crée avec des échanges de bonnes pratiques, des soutiens aussi pour faire face à des pratiques abusives sur le lieu de travail. En France, il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est fait par Tant que je serai noire et la Fondation de France, sur aussi les questions d'accès et qualité des soins pour les personnes racisées. Alors c'est une petite enquête, c'est sur une centaine de femmes qu'elle a été faite et les résultats sont plus ou moins les mêmes que celles de l'étude exploratoire d'UNIA. Bref, les personnes racisées se sentent plus discriminées. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors j'espère qu'on va pouvoir avoir le temps d'en discuter encore un petit peu, mais les bases de qu'est-ce qu'on fait, moi j'ai résumé ça en 5 points d'action, 5 choses à changer de toute urgence. C'est d'abord rapporter. Donc permettre d'avoir des mécanismes de plainte efficaces, indépendants et accessibles. Aujourd'hui, quand on est victime de violences médicales, quand on est victime de violences médicales, c'est très dur de savoir à qui s'adresser. Si en plus on suspecte qu'elles sont liées à sa couleur de peau ou son ethnie supposée, c'est très difficile de savoir où porter plainte. Aller porter plainte près de la police en tant que personne racisée, ça fait peur et c'est compréhensible. Donc, il faut créer une instance pour faciliter le dépôt de plainte, faire de la recherche donc, sur les biais racistes qui existent en médecine, sur les pathologies qui touchent le plus de personnes racisées, sur l'impact du racisme sur la santé. Et pour ça, il nous faut des chiffres et il nous faut du coup soit des organismes qui prennent le pas de lancer des recherches, comme les initiatives qu'on a vues plus haut, soit des institutions étatiques qui aussi endossent leur part de responsabilité et qui font de la recherche à grande échelle. Il faut de la formation, donc des formations inclusives, avec des personnes concernées qui conçoivent aussi les formations et obligatoires pour tous les soignants. Il faut engager
des personnes racisées et lever les freins à l'accès aux professions de soins pour ces personnes. Tout ça pour permettre de reconnaître en fait finalement les violences médicales et les discriminations raciales en santé et pour essayer de peut-être les abolir, qui sait. Voilà, c'était tout pour moi. On a encore un peu de temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, ça y est. Sur le terme que vous avez employé, le syndrome méditerranéen, qu'on entend malheureusement, effectivement, qu'on voit même noté parfois dans les dossiers, la question est, est-ce que c'est juridiquement, est-ce qu'on peut le faire remonter comme étant du racisme écrit sur un dossier. Et l'autre chose, sur le racisme dans les soins, on entend aujourd'hui de façon très décomplexée des paroles où finalement la personne n'est pas d'ici, elle vient tout le temps. Alors ça rejoint peut-être le syndrome méditerranéen, mais sur d'autres patients qui sont effectivement moins bien pris en charge, vers qui on déclare tous ces abus finalement. Du coup, je ne connais pas tous les mécanismes. Je connais pas tous les mécanismes de déclaration d'abus en France, mais par contre, ce que je peux dire, et c'est en lien avec la première question, c'est que bien sûr qu'écrire syndrome méditerranéen sur un dossier, c'est du racisme, et que le racisme en Belgique, mais en France aussi, c'est encore un délit. Donc c'est une pratique discriminatoire qui est interdite par la loi, et donc c'est possible en fait d'aller devant des cours et tribunaux pour dire là c'est une pratique discriminatoire, illégale, il faut qu'elle cesse, voire il faut que j'obtienne réparation, que la personne obtienne réparation parce que ça lui a causé un dommage. Donc ça c'est déjà possible de le faire. Ils doivent avoir des associations qui facilitent ce dépôt de plainte, mais la justice permet, alors la justice voilà, on sait que c'est une institution qui est difficile. C'est difficile d'aller toquer à la porte de la justice. C'est lourd comme démarche, ça coûte cher aussi. C'est pour ça que c'est plus facile quand on a des associations qui permettent justement de faire le lien entre la personne et les cours et tribunaux. Mais ça reste un moyen d'action utile sur le papier en tout cas. Oui, ma question à moi, du coup, c'est sur... merci pour la présentation, c'était super. Et par rapport à la Fédération des maisons médicales, justement, est-ce que ça fait partie du travail que vous faites et comment est-ce que vous le faites d'amener cette question du racisme dans le système de soins via les maisons qui sont adhérentes de la Fédération et éventuellement des partenaires ? Ouais, à fond. Donc à la Fédération des maisons médicales. Donc moi, je travaille en éducation populaire. Et là, on a lancé un cycle de 3 ans où on va s'attaquer pleinement à la question du racisme et de la santé. Du coup, on a un plan en 3 étapes. Au début, en fait, il faut sensibiliser. Parce que quand on arrive et quand on parle de racisme et de santé à des soignants qui sont déjà, par ailleurs, soit militants, soit avec une conscience sociale quand même grande, parfois on peut être face à un mur de... Ça n'existe pas, en fait, dans nos institutions. Si tu parles de quelque chose qui est révolu, c'est faux. Donc, on est face à... On lève ce premier truc qui coince, quoi. Donc, on en discute, on va sensibiliser, dire, si, en fait, ces pratiques, elles existent aussi en maison médicale. C'est ça qui se passe quand on parle du racisme en santé. On parle de ça. Il y a aussi tout le côté donner la parole aux personnes concernées. Donc, par exemple, on organise des ateliers d'autodéfense pour personnes racisées en prenant des patients de plusieurs maisons médicales. Donc, c'est avec une animatrice
externe qui crée des groupes de parole et d'autodéfense pour ces personnes racisées, pour qu'elles puissent justement répondre aux violences médicales et pour qu'elles puissent aussi apporter des témoignages anonymisés qui puissent permettre à la sensibilisation plus tard des soignants. Après, on fait un gros cadastre des pratiques qui existent en maison médicale, que ce soit des bonnes pratiques qui sont déjà mises en place, qu'une réflexion sur les biais racistes qui existent, le manque d'interprétariat, le manque de recherche, le manque de... Voilà, on veut vraiment se rendre compte de la situation actuelle. Puis, alors on n'y est pas encore, je ne sais pas comment on va le faire exactement, mais essayer justement de les faire changer, ces pratiques-là, en organisant des groupes de travail avec des patients et des travailleurs de maison médicale. Donc pour l'instant, c'est ça le projet. Je te dirai dans 3 ans si ça a marché. Bonjour, merci pour l'exposé. Je voulais juste revenir sur la première question, en fait, sur la plateforme de l'Observatoire du refus de soins. Il lui est proposé de signaler aussi à l'ordre du médecin concerné ou au défenseur des droits. Donc c'est aussi possible de signaler ça par ce biais-là. Et j'en profite aussi pour faire écho. Rennes Métropole a lancé une enquête sur le ressenti discriminatoire il y a quelques années, qui est régulièrement actualisée, où étonnamment la question du racisme ressenti, des microagressions ressort fort. Et donc voilà. Et sur Rennes aussi, on a la chance d'avoir l'association Déconstruire qui fait des formations sur justement la déconstruction des stéréotypes, préjugés et discriminations liés aux origines réelles ou supposées. Bonjour et merci. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion de quand j'étais ambulancière avant de devenir travailleur social, il y a quelques années, au niveau de la santé mentale. Quand j'accompagnais des patients en hôpital psychiatrique, j'observais un peu comme ça, qui étaient, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne voyais pas de personnes noires. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, au vu de ce qu'on peut vivre en plus, ce serait étonnant qu'on n'ait pas de besoin de pouvoir déposer des choses. Et voilà, ça m'a toujours... je sais pas si ça a changé, parce que c'était il y a quelques années, mais c'était plutôt une question au niveau de la santé mentale. Qu'est-ce que... Ouais, voilà. Mais moi, ça m'étonne pas du tout. Enfin, c'est du coup la question du non-recours aux soins pour les personnes directes, pour les personnes racisées, où il y a la question aussi de la santé mentale dans les communautés afrodescendantes qui existent, qui sont très peu discutées, où c'est pas encore un vrai sujet de conversation de parler de santé mentale dans nos communautés, en tout cas parfois. Et il y a aussi le fait de la méfiance naturelle envers ces institutions-là, je pense qu'il doit jouer, quoi. Bonjour, je vais répondre aussi à la demande de la collègue au-dessus tout à l'heure. Je suis infirmier à Guillaume Régnier. Je pense que je fais partie des premiers, si je ne dis pas. Bon, Guillaume Régnier, c'est l'hôpital psychiatrique à Rennes. Voilà, donc c'est pour répondre à la collègue. Je pense que je fais partie des premières personnes. Je vais parler de votre langage racisé, pour ne pas dire renois, non racisé. Mais je pense que depuis 2000, quelques années après le Covid, j'ai vu beaucoup plus de personnes racisées sur l'hôpital Guillaume Régnier, honnêtement. Je pense que quand on partait en renfort à l'hôpital psychiatrique, on va souvent en renfort. Au niveau des hommes, on se reconnaissait, on se voyait. Mais depuis un moment, il y a beaucoup plus de personnes racisées en santé mentale et en psychiatrie. Voilà. Déjà, merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Vous avez rapidement évoqué l'aide médicale d'État, qui est un système de protection en France pour les personnes exilées en situation irrégulière qui veulent accéder à des soins. Est-ce qu'elle est mise à mal en Belgique, au même titre en France? On sait qu'elle est très fréquemment attaquée par différentes personnes que vous avez certainement nommées. Est-ce que c'est le cas en Belgique? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans d'autres pays de l'Union européenne? Merci.
qu'il y a une question juste là. Bonjour. Merci beaucoup vraiment pour votre intervention, enfin votre exposé. Bon, là, je peux dire, je n'ai pas vraiment une question, c'est juste ce que je vis actuellement. Donc, il y a de cela 4 mois, j'ai été dans un centre de rééducation. En fait, j'ai subi un examen qui s'est mal tourné, mais juste à ce moment-là, ils ont dit non, ça va aller. Mais chaque fois, je vais aux urgences. Bon, c'est parce que ce mois, ils me disent non, donc vous pouvez garder, donc en tout cas, ça va se soigner tout seul. J'essaie de tout faire, donc je mal, et jusqu'aujourd'hui, même dans des formations, bon, je dis bon, une fois j'ai été aux urgences, donc, enfin, parce que j'ai vraiment, dans moi, je me suis dit, donc je commence maintenant à tout banaliser, et j'ai banalisé, mais j'ai continué à avoir mal. Et si je vais, donc c'est pas vraiment une question, de chaque fois que je vais, on me dit non, ça va se soigner, ça va se guérir tout seul. Donc, j'ai toujours cette douleur-là avec moi. Merci. Ben, merci. Merci pour ton... Il y a une dernière question, je crois. Ah. Oui, merci pour votre exposé. J'avais en fait 2 petites questions. Justement, par rapport aux personnes qui sont pas diagnostiquées ou mal diagnostiquées parce que avec une couleur de peau ou un nom, qui font d'elles des personnes racisées. Dans quelle catégorie, quel diagnostic leur est donné ou quelle explication est faite de leur mal-être, de leur souffrance. Vous avez dit qu'il y avait l'insensible, moins sensible, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dites? Et puis, autre chose, c'était sur... dans les recherches qui ont été menées aux États-Unis, je me demandais si en France, c'était possible de nommer la nationalité ou la religion, ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y avait pas des risques que ça soit exploité par des politiques voilà, comment parer à ça, en fait, parer à ces risques-là, tout en faisant des recherches qui sont peut-être un peu plus spécifiques. Merci. Merci pour ces questions et ces témoignages. Sur la question des personnes en situation de migration, donc en Belgique, on a en effet l'aide médicale urgente. Alors, il y a 2 volets. En effet, elle est attaquée, en tout cas, elle a été attaquée au début de notre... On a un gouvernement assez récent, ça fait 2 ans qu'il est là en Belgique. Donc au tout début, ils ont attaqué l'aide médicale urgente en se disant qu'ils allaient y porter atteinte. Entre-temps, ils ont fait plein d'autres dingueries concernant la migration. Et donc ils ont un peu laissé tomber l'aide médicale urgente. Donc elle n'est plus attaquée frontalement. On s'attaque juste au droit de vie et d'accueil des personnes migrantes pour l'instant. Mais par contre, l'aide médicale urgente ne fonctionne pas en Belgique. Ça fonctionne très très mal et donc ne pas l'améliorer, ça revient à la laisser mourir de sa belle mort. Donc le fait d'avoir aucune politique publique envisagée, le fait d'améliorer, en fait rendre effectif l'aide médicale urgente, c'est déjà très grave en Belgique et c'est ce qui se passe pour l'instant. Donc toutes les initiatives et propositions pour justement rendre effectif ce droit à la santé pour les personnes en situation de migration, parce que très peu de personnes y ont recours parce que c'est des démarches administratives très très lourdes. Ça, c'est impossible de le mettre sur la table des négociations, d'y toucher, parce que nous, on veut plutôt la changer, quoi. On ne veut pas juste la défendre, on essaye en tout cas de la changer parce qu'elle est plutôt ineffective. Sur la question de la prise en compte de la douleur, qu'est-ce qu'ils utilisent comme argumentation? Il y a aussi donc, le syndrome méditerranéen, il est aussi vraiment basé sur cette idée d'exagération. Et donc que les personnes racisées exagéreraient leur niveau de douleur et leurs symptômes. Et ça, c'est quelque chose qui est appris à l'école. Donc moi, j'ai des camarades qui ont fini leurs études de médecine il y a 3-4 ans et qui m'ont dit qu'à l'école, elles ont appris la question du syndrome méditerranéen. Et donc on leur a dit, voilà, si une personne racisée te dit qu'elle a mal à 6, c'est qu'elle a mal à 3. Voilà, c'est
c'est comme ça, et ça, c'est appris. Et c'est aussi, les maîtres de stage sont aussi derrière. C'est vraiment quelque chose qui est appris à l'école. Et il y a aussi toute la question du cas de base, en te disant que, en fait, les personnes racisées, comme pour la question de l'asthme, vont avoir d'office des problèmes respiratoires, mais ce n'est pas grave. C'est leur manière de fonctionner en bon état. Donc, du coup, il va y avoir un sous-diagnostic parce qu'on pense que leur manière d'être en bonne santé, c'est d'être quand même en moins bonne santé que les personnes blanches. Donc, il y a ça qui peut permettre de le justifier. Et pour les statistiques ethniques, moi, je suis hyper d'accord avec vous. Je pense que c'est un vrai risque, la question de la mauvaise utilisation de ces statistiques par des personnes qui sont mal intentionnées, surtout avec la montée généralisée du fascisme. Je pense que c'est une peur crédible, mais c'est pour ça qu'il faut des garde-fous. Et moi, je ne veux pas faire sauter, et pas juste moi, donc, par exemple, l'INIA, l'Institut de recherche et de lutte contre les discriminations, ne veut pas faire sauter les garde-fous juridiques qui existent déjà. Par exemple, là, quand on veut utiliser des statistiques ethniques ou equality data, il faut respecter toute une série de conditions, et je pense que c'est important qu'elles restent là, mais il faut juste pouvoir quand même le faire, même si on respecte ces conditions, parce que ce qui se passe en Belgique et en France, c'est qu'on a des institutions qui pourraient faire des statistiques ethniques, qui pourraient faire de la recherche en respectant le cadre légal, mais qui ne le font quand même pas. Donc c'est ça qui est demandé, pas de faire sauter le verrou légal. Et pour votre témoignage, qui est, ma foi, bien trop commun, justement, merci de l'avoir partagé. Et j'espère qu'il y aura sûrement des gens dans la salle qui pourront vous aider à faire peut-être valoir vos droits en France. J'ai entendu parler de défenseurs des droits qui pouvaient être sollicités. Donc je ne sais pas si c'est possible, parce que c'est possible en fait. Ce qui se passe, le fait de refuser de vous soigner ou de tout le temps minimiser votre douleur, c'est une pratique discriminatoire, c'est illégal, et c'est possible de se battre contre ça. Je passe le micro à une dernière personne avant de passer à la suite. Ouais, désolé, un tout dernier mot. Merci beaucoup, Emeline, pour ta présentation. Tu as parlé du cumul de discrimination amené notamment quand tu es une femme racisée. Et je voudrais dire vraiment juste un mot sur quand tu es une personne trans racisée. Et pour faire le lien avec la présentation de Léo juste avant, sur l'acharnement administratif envers les personnes migrantes. Et là, alors c'est un communiqué, c'est pas une étude, c'est pas un rapport, donc c'est sur très peu de personnes, mais il y a eu un communiqué d'Accept Testé qui accompagne notamment des dépôts de demandes d'asile pour soins pour des personnes trans. Et donc ils ont publié un communiqué sur le fait que là, tu avais 7 personnes qui avaient déposé un dossier pour rester en France, séjourner pour raison médicale, pour faire leur transition. Parce que comme l'a dit Léo, parfois en fait être expulsé, c'est une sentence de mort. Et donc qui ont non seulement pas eu leur demande d'asile, et en plus ont reçu une OQTF instantanément. Donc ce qui amène les personnes transracisées à potentiellement pas déposer leur dossier et rester dans la clandestinité, et donc sur des soins via l'aide communautaire, et heureusement qu'elles existent, mais du coup beaucoup moins encadrées, pour pas se recevoir un OQTF et pas risquer d'être envoyées dans leur pays. Donc, désolé, c'est pas une question, mais... C'est pareil en Belgique, c'est tout aussi la merde. Voilà. Mais merci. Merci. Merci pour ces questions. Merci, Emeline. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui n'étaient pas là en début de conférence, je vous ai remis le QR code que vous avez tous reçu lorsque vous avez émargé pour faire des déclarations de refus de soins. N'hésitez pas à le faire, c'est anonyme, etc. Enfin, voilà, Donc il y a effectivement aussi le défenseur des droits qui peut aussi être un acteur important. On se retrouve d'ici 5-10 minutes. Pour la prochaine et la dernière conférence, c'est la compagnie du théâtre de l'opprimé, Nage, donc Théâtre Forum, qui abordera les sujets du refus de soins, des déserts médicaux, de la santé au travail, sur l'errance administrative et sur les droits de santé. À tout à l'heure, merci.